Suite à la tragique mort de Louis-Napoléon contre les Zoulous, la maison impériale se cherche un nouveau champion. Dans son testament, Napoléon IV désigne comme héritier son cousin Victor Napoléon, ce qui divise les bonapartistes. Mais qui est donc ce dernier, et pourquoi en a-t-il fait son héritier? Victor Napoléon est né le 18 juillet 1862 sous le Second Empire. Il passe une enfance heureuse et se lie d'amitié avec le jeune prince impérial. Sa famille est poussée à l'exil suite à la chute du Second Empire et fuit vers la Suisse. Le père de Victor, Jérôme Bonaparte, veut que ses enfants soient élevés en France. Lorsqu'ils rentrent au pays, ils sont reconduits à la frontière, ce sont les ordres d'Adolphe Thiers. Ils durent attendre 1875 pour être autorisés à rentrer en France. En 1879, quand Louis-Napoléon meurt au combat, il laisse Victor comme héritier dans son testament. Mais ce dernier n'a toujours pas 21 ans. Son père est donc pour le moment chef de la maison impériale. La crise est évitée. Mais la majorité des bonapartistes soutiennent Victor et voient son père comme trop républicain et laïque. Jérôme, qui était déjà présent en politique sous le Second Empire, ne fut jamais populaire chez les bonapartistes. Victor obtient son baccalauréat en 1881. Son père refuse qu'il aille étudier à Saint-Cyr. Il part alors en voyage en Europe et à son retour effectue son service militaire. Son service militaire va s'effectuer au 32e régiment d'artillerie, un appel du destin, les Bonaparte et l'artillerie. Il va réussir l'examen pour devenir sous-officier, mais le ministre de la guerre, en personne, lui refuse la fonction. Il craignait le pouvoir du nom Bonaparte et a affirmé ne pas vouloir créer un nouveau petit caporal. Durant la période, les quotidiens bonapartistes, tels Le Petit Caporal, se lancent dans une grande campagne de soutien en faveur du prince Victor. Ce dernier est partagé, il refuse néanmoins de désavouer son père. Le bonapartisme se divise alors en deux courants très différents. Le bonapartisme rouge, des jéromistes, à vocation populaire démocratique et proche de la gauche républicaine et anticléricale, et le bonapartisme blanc, des impérialistes, étant composé principalement de notables, proches de la droite royaliste et cléricale. Cette division politique devient rapidement une division familiale. Les tensions entre le père et le fils sont de plus en plus fortes et leurs relations se détériorent. Les bonapartistes offrent un soutien financier important à Victor, dans l'objectif qu'il prenne son indépendance et s'écarte de son père. Il refuse de se présenter pour être député, malgré la pression des bonapartistes, prétextant son trop jeune âge. En octobre 1885, les bonapartistes perdent des sièges à l'Assemblée. Les jéromistes, qui sont maintenant isolés, n'ont plus constitué de liste. Victor commence à organiser des banquets et autres événements pour rassembler ses soutiens. Il lance ses propres organes de presse avec les quotidiens La Patrie et La Souveraineté Nationale. Durant la période, Victor se sépare de Cassagnac, un de ses plus grands soutiens, qu'il juge possédant trop d'influence. Cassagnac est notamment connu pour avoir trouvé le surnom de la République pour les anti-républicains, la Gueuse. Victor est à nouveau contraint de quitter le pays suite à la loi du 22 juin 1886, exilant tous les membres des familles ayant régné en France. Exilé en Belgique, il ne peut que entretenir des correspondances avec les réseaux impérialistes de France. La crise boulangiste perturbe les bonapartistes. Victor Napoléon, comme il se fait appeler, n'est plus en France et une partie importante des bonapartistes sont charmés par le général Boulanger. Bien que réticent envers l'idée d'une alliance avec ce dernier, il y consentit plus ou moins. Volonté de grandeur du pays, antiparlementarisme, autorité et importance du plébiscite étaient autant de points qui rapprochaient le général des bonapartistes. Au final, les bonapartistes sortent affaiblis de cette crise du boulangisme. En 1891, Jérôme Bonaparte meurt. Leur rupture était si importante qu'il refuse de voir son fils sur son lit de mort. Ironiquement pour Victor, le rejet du principe républicain qui lui avait attiré le soutien de la majorité des bonapartistes quitte sa pensée. Il se veut plus rassembleur et ne s'oppose plus directement à la République. Il envisage même de se présenter à l'élection présidentielle. Il s'intéresse de plus en plus à la question sociale plus qu'aux politiques. Les bonapartistes sont démotivés par ce changement politique et l'élection législative de 1893 voit tomber l'Aquitaine, dernier bastion bonapartiste de France. Le prince cherche alors à développer sa pensée. Il écrit un manifeste politique qu'il partage à ses proches. Il ne cherche plus à restaurer l'Empire, mais soutient l'idée d'une république avec un exécutif fort. Il soutient le service militaire, qui doit distinguer une élite. Sur le plan social, il soutient les politiques de Napoléon III. Il est favorable au droit de grève et veut instaurer un système de retraite.
il soutient une décentralisation avec des gouverneurs régionaux et souhaite rendre illégal le fait que l'État soit en déficit. Il accuse le parlementarisme d'être la cause de dépenses insensées. En plus de ses occupations politiques, il devient important pour lui d'avoir un héritier. Il veut épouser Clémentine de Belgique, mais le roi des Belges refuse de mettre en danger ses relations avec la France. Le mariage finit par se faire en 1910 après la mort du roi. Il eut notamment un fils, Louis Bonaparte, qui allait être connu sous le nom de Napoléon VI pour les bonapartistes. La Première Guerre mondiale pousse le couple à fuir en Angleterre, où il organise des œuvres de charité pour les soldats. Avec le déclin politique du bonapartisme, Victor se concentre sur la protection de la légende des Bonaparte en offrant à l'État des biens des Napoléons pour en faire des musées et constitue une collection importante sur sa famille. Il meurt en 1926. Son fils de 12 ans est l'héritier de la maison impériale. Victor Bonaparte ne fut ni un grand général, ni un politicien de génie. Il ne sut s'élever au-dessus des autres et porter haut la bannière des Bonaparte. Mais sa vie est extrêmement intéressante sur le plan politique. Entre les crises du régime qui divisèrent peu à peu les bonapartistes et l'acceptation de la République, sa vie est riche d'enseignements sur l'histoire du pays. Son fils, Napoléon VI, connut une vie des plus mouvementées, marquée par la Seconde Guerre mondiale.